Saviez-vous que plus de 6000 personnes différentes ont atteint le sommet du mont Everest? Il est devenu une véritable autoroute pour les touristes. Même le K2, la montagne sauvage, a vu des centaines d'alpinistes atteindre son sommet. Mais il existe une liste secrète de montagnes où le nombre d'ascensions réussies ne se compte pas par centaines, ni par dizaines, ni même par deux. C'est un chiffre unique, une seule. Ce sont des géants de plus de 7000 mètres qui n'ont été gravis qu'une seule fois dans toute l'histoire de l'humanité. Bienvenue sur Dossier Noir, où nous allons percer le mystère de ces sommets qui ont ouvert leurs portes un instant, puis les ont refermés à jamais. Certains sont gardés par une neige si instable qu'il est impossible d'y marcher. D'autres sont cachés dans des zones de guerre ou protégés par d'anciennes prophéties. Et l'une d'elles a été abandonnée après que des grimpeurs d'élite y aient rencontré un ours, les chassant dans la zone de la mort. Pourquoi ces montagnes n'ont-elles jamais été gravies à nouveau? Nous allons commencer par le mystère le plus récemment résolu. Pendant des années, une montagne nommée Muchu Chish fut le saint graal de l'alpinisme moderne. S'élevant à 7453 mètres dans la chaîne du Karakorum au Pakistan, elle détenait le titre de la plus haute montagne invaincue au monde, dont l'ascension était légale. Elle n'était pas invaincue parce que personne n'avait essayé, mais parce que c'est un véritable cauchemar. La montagne n'est pas une belle pyramide nette, c'est un point culminant sur une crête massive et déchiquetée, appelée la Bura Wall. Pour l'atteindre, il faut naviguer sur le glacier Mouchouar, un chaos désordonné de glace brisée. Mais la véritable arme de cette montagne contre les grimpeurs est la neige elle-même. Les alpinistes l'appellent la neige de sucre. Elle est composée de millions de cristaux de glace lâches qui refusent de s'agglomérer. Imaginez tenter de gravir une paroi verticale de sable. C'est exactement ce que l'on ressent. En 2023, une équipe de la République tchèque a atteint 7200 mètres, à seulement 250 mètres du sommet. Ils ont été arrêtés net, rapportant des tonnes de mini-boules de neige qu'ils ne pouvaient ni creuser ni traverser. Ils ont dû faire demi-tour, vaincus par la neige. La plupart des gens auraient abandonné. Mais en juillet 2024, l'équipe tchèque est revenue. Cette fois, les grimpeurs DK Hawk, Ratoslav Gros et Jaroslav Banski avaient un nouveau plan. Ne pas attendre de bonnes conditions, mais se déplacer vite. Ils ont lancé une poussée massive, couvrant 20 km de distance et grimpant près de 3700 mètres de dénivelé vertical. Ce fut brutal. Ils ont traversé une glace sans fin, aussi dure que l'acier. Le 5 juillet 2024, à 10h20, ils y sont finalement parvenus. Ils se sont tenus au sommet du Muchu Chish. Mais la montagne ne les a pas laissés partir facilement. À la descente, une tempête a éclaté. Ils ont été piégés dans une visibilité nulle, trébuchant à travers un labyrinthe de crevasses dans une fuite frénétique. Ils ont survécu, mais leur histoire a prouvé pourquoi personne d'autre ne l'a fait. Muchu Chish est un labyrinthe misérable et dangereux. Elle a été gravie une fois, mais ne vous attendez pas à y voir une file de touristes de sitôt. Si la neige de sucre vous effraie, attendez d'entendre parler de la montagne qui menace de s'effondrer sous vos pieds. Le Kiang 1 s'élève à 7221 mètres à la frontière entre le Tibet et le Bhoutan. Pendant 40 ans, ce fut la 4e plus haute montagne invaincue au monde. La raison pour laquelle elle est restée invaincue si longtemps est terrifiante: les avalanches de plaques. La neige sur le Kiang ne colle pas à la roche. Elle repose là comme un piège tendu. Dans les années 1980 et au début des années 2000, des équipes japonaises et néerlandaises ont tenté de la gravir. Elles ont atteint les pics inférieurs, mais en regardant le sommet principal, elles ont vu toute la face prête à se briser comme une vitre. Elles ont fui de peur. Pendant des décennies, le Kiang est resté silencieux. Il semblait qu'il ne serait jamais gravi. Mais en août 2024, juste un mois après la résolution du Muchu Chish, une petite équipe de grimpeurs chinois est arrivée. Menés par Liu Yang, ils cherchaient un miracle. Ils ont trouvé une petite fenêtre météorologique. Le temps s'est maintenu juste assez longtemps pour que la neige se stabilise. Ils n'ont pas utilisé une armée de soutien massive. Ils se sont déplacés légers et rapidement.
Ils ont escaladé la face sud-ouest, évitant les zones d'avalanche. Ils ont nommé leur voie le buzzer beater, un terme de basketball désignant un panier gagnant marqué juste avant la fin du temps réglementaire. Le 13 août 2024, ils ont atteint le sommet. Ils n'y sont pas restés longtemps, redescendant prudemment la dangereuse paroi. Cette ascension fut un événement majeur, car elle a montré que les grimpeurs chinois mènent désormais la voie de l'exploration. Mais le danger n'a pas disparu. Le Kiang reste un endroit où la montagne peut s'effondrer sans avertissement. C'est une merveille à une seule ascension, qui exige un timing parfait pour survivre. Passons maintenant à une montagne où le danger n'était pas la neige, mais le corps humain lui-même, le Saser Kangri 2, et culmine à 7518 mètres en Inde. Il est situé juste à côté du glacier de Siachen, connu comme le plus haut champ de bataille de la Terre, en raison de la longue guerre entre l'Inde et le Pakistan. À cause de ce conflit, cette montagne fut fermée pendant des décennies. Elle était la deuxième plus haute montagne invaincue au monde, simplement parce que personne n'était autorisé à s'y rendre. Finalement, en 2011, l'armée indienne a accordé un permis spécial à une petite équipe d'Américains, Mark Ritchie, Steve Swenson et Freddie Wilkinson. Ils n'ont pas choisi la voie facile. Ils ont opté pour la face sud-ouest, une paroi raide de glace et de roches d'une hauteur de 1700 mètres. C'était comme grimper un gratte-ciel gelé. Ils ont dû tailler de petites corniches dans la glace juste pour dormir la nuit. Le 24 août 2011, ils ont atteint le sommet. Ce fut un moment de triomphe. Mais à la descente, les choses ont mal tourné. Steve Swenson, qui avait la cinquantaine avancée, a commencé à tousser. Ce n'était pas un rhume. Ses poumons étaient en train de lâcher. Il avait développé un œdème pulmonaire de haute altitude. Ses poumons se remplissaient de liquide, le noyant de l'intérieur. Alors qu'il descendait en rappel sur les cordes glacées, Swenson a commencé à cracher une écume rosée, signe que la mort était très proche. Puis les hallucinations ont commencé. Il regardait les rochers vides et y voyait des gens. Il essayait de leur parler, mais il a complètement perdu sa voix. Il ne pouvait plus communiquer avec ses partenaires et devait écrire des notes sur des bouts de papier pour leur dire qu'il était en train de mourir. Ses partenaires, Mark et Freddie, ont travaillé frénétiquement. Ils l'ont descendu le long de la paroi, pente après pente. Lorsqu'ils ont finalement atteint le glacier, ils étaient encore à des kilomètres de toute civilisation. Ils ont utilisé un téléphone satellite pour appeler à l'aide. Ce qui s'est passé ensuite fut un miracle. L'armée de l'air indienne a envoyé 2 hélicoptères Cheetah. Ces pilotes étaient des héros. Ils ont volé plus haut que leur machine n'était censée le faire. Ils ont atterri sur une petite parcelle de neige que les grimpeurs avaient aplatie. Ils ont saisi Swenson et l'ont transporté vers un hôpital à lait. Il a survécu, mais de justesse. Le Saser Kangri 2 a été gravi une fois, mais le prix fut presque une vie. Personne n'a osé retourner sur cette face depuis. Quittant la zone de guerre, nous volons vers l'ouest, vers les montagnes du Karakorum, au Pakistan. C'est un endroit de roches dures et de crêtes déchiquetées. Ici se dresse le K6, également connu sous le nom de pic du Baltistan. Il s'élève à 7282 mètres dans les airs. De loin, il ressemble à une belle pyramide blanche, mais de près, c'est un piège. Les vallées autour du K6 sont profondes et étroites. Les parois surplombent, laissant tomber des rochers constamment. Les glaciers sont décrits comme brisés, ce qui signifie qu'ils sont un chaos désordonné de blocs de glace instables. En 1970, une équipe de jeunes grimpeurs autrichiens est arrivée au Pakistan. Ils étaient menés par un jeune homme de 24 ans nommé Eduard Kobelmüller. Le plus fou, c'est qu'ils ne voulaient même pas gravir le K6. Ils avaient un permis pour une autre montagne appelée Malubiting. Mais à leur arrivée, le gouvernement a changé les règles et les a forcés à aller au K6 à la place. Ils étaient totalement impréparés. Ils n'avaient aucune carte de la route. Ils ont dû traverser une rivière en crue sur des radeaux faits de peaux de chèvre gonflées juste pour atteindre la montagne. Si un radeau avait crevé, il se serait noyé dans l'eau glacée.
Lorsqu'ils ont commencé à grimper, ils ont constaté que la neige était pourrie. Elle s'effondrait sous leurs pieds. Puis le temps a tourné. Une tempête massive les a cloués au sol pendant 2 semaines. La neige a enseveli leurs tentes et brisé leurs piquets. Ils ont manqué de nourriture. La plupart des équipes auraient abandonné, mais ces jeunes Autrichiens étaient têtus. Le 17 juillet 1970, le ciel s'est dégagé pendant quelques heures. 4 hommes ont lancé une attaque désespérée. Ils ont grimpé à travers la neige molle et ont atteint une dernière paroi rocheuse à 7000 mètres. Kobelmüller a dû utiliser des outils spéciaux pour se hisser le long de la pierre verticale. À midi, ils se sont tenus au sommet. Ils n'ont pas célébré. Ils ont vu des nuages s'amonceler. Ils se sont précipités, abandonnant leurs cordes, car ils n'avaient pas le temps de les détacher. Ils ont à peine échappé avant que la tempête n'engloutisse à nouveau la montagne. Pourquoi personne n'a-t-il répété cet exploit? Parce que la voie autrichienne est suicidaire. La glace est trop brisée et le risque d'avalanche est trop élevé. Les grimpeurs modernes la regardent et disent « non merci ». Le K6 reste une merveille à une seule ascension, un témoignage d'un groupe d'enfants qui ont eu de la chance dans un endroit qui tue habituellement. Notre prochaine montagne est définie non pas par la glace, mais par les frontières. Le Gangkar Puensum est un pic massif de 7538 mètres. Pendant longtemps, les cartographes se sont disputés sur sa localisation. Certaines cartes le plaçaient au Tibet, d'autres au Bhoutan. Cette confusion est ce qui l'a protégé. Pour les habitants du Bhoutan, les montagnes sont les demeures des dieux. On ne grimpe pas sur la tête d'un dieu. Pour cette raison, l'escalade est strictement interdite au Bhoutan. Mais dans les années 1980, le côté nord de la montagne était accessible depuis le Tibet. En 1986, une énorme expédition organisée par l'Université de Kobe au Japon et l'Association chinoise d'alpinisme est arrivée. Ce n'était pas une petite équipe alpine, c'était une armée. Ils comptaient plus de 40 membres. Ils ont assiégé la montagne, ils ont installé des camps, fixé des kilomètres de cordes et ont lentement progressé. Le 21 avril 1986, 4 grimpeurs ont atteint le sommet. Dans les jours qui ont suivi, ils ont placé 13 autres personnes au sommet. Il semblait que le Gangkar Puensum était ouvert aux affaires. Mais ensuite, la politique a changé. En 1994, le Bhoutan a imposé une interdiction stricte de l'escalade de tous les sommets de plus de 6000 mètres afin de respecter les croyances spirituelles locales. Même si la voie d'escalade est techniquement au Tibet, la montagne est trop proche de la frontière sensible. Les permis sont devenus impossibles à obtenir. Il y a eu un rapport d'une équipe autrichienne tentant une deuxième ascension en 1994, mais il est souvent contesté ou ignoré dans les archives. Aujourd'hui, le Gangkar Puensum repose en silence. Les cordes de 1986 ont pourri. C'est une montagne rendue aux dieux, protégée par une loi qui valorise les esprits plus que le sport. Passons maintenant à l'histoire la plus étrange de toutes. Au fond de l'Himalaya oriental, il y a un pic appelé Gyalaperi. Il culmine à 7294 mètres et ressemble à une canine blanche s'élevant de la jungle. Il est situé juste à côté de la gorge fluviale la plus profonde de la Terre, la gorge du Yarlung Tsangpo. Pendant longtemps, cette montagne fut un mystère. Elle est incroyablement raide, avec des parois plongeant de 3000 mètres à pic. En 1986, une équipe japonaise a décidé de tenter l'ascension. Ils ont passé 45 jours à lutter contre une pluie constante et des traversées de rivières dangereuses. Ils ont fixé 3000 mètres de corde juste pour rester sur la montagne. Le 31 octobre 1986, 3 grimpeurs, Yasuhiro Hashimoto, Yoshio Ogata et Hirotaka Imamura ont atteint le sommet. Ils sont descendus en toute sécurité, pensant avoir conquis la bête. 12 ans plus tard, en 1998, une équipe de grimpeurs espagnols d'élite de la célèbre émission de télévision Al Filo dello Impossibile est arrivée pour répéter l'ascension. Ils se sont frayés un chemin sur les pentes inférieures à travers un temps horrible.
Ils ont atteint le camp 2 à près de 6000 mètres. À cette altitude, vous entrez dans l'approche de la zone de la mort. Il n'y a pas d'arbres, pas de nourriture. Les humains peuvent à peine survivre. Mais alors que les grimpeurs espagnols regardaient hors de leur tente, dans la brume tourbillonnante, ils ont vu quelque chose bouger. Ce n'était pas un yéti, c'était un ours. Un énorme ours brun de l'Himalaya était monté de la jungle en contrebas. Il marchait dans la neige à 6000 mètres, inspectant leur camp. Les grimpeurs étaient terrifiés. Dans l'air raréfié, on ne peut pas courir. On ne peut certainement pas combattre un prédateur de 180 kg. Ils ont réalisé que même si la montagne ne les tuait pas, la faune le pourrait. Ils ont immédiatement abandonné l'expédition. Depuis ce jour, personne n'a touché le Gyalapéry. Il est gardé par les tempêtes, les falaises et un ours qui patrouille les hautes glaces. Juste en face de la montagne gardée par l'ours se dresse son grand frère, le Namcha Barwa. Cette montagne culmine à 7782 mètres. C'est l'ancre orientale de toute la chaîne himalayenne. Les populations locales du Tibet ont une prophétie terrifiante à propos de cette montagne. Elles disent qu'un jour, le Namcha tombera dans la rivière Tsangpo en contrebas et bloquera l'eau, la faisant remonter par un col de montagne appelé le Dongla. Ce n'est pas qu'une histoire. La roche ici s'effrite et est instable. La montagne est littéralement en train de s'effondrer. Mais la roche n'est pas le seul danger. Le Namcha Barwa est une usine à tempête. Il capte tout l'air chaud et humide des plaines indiennes et le transforme en blizzard massif. Les avalanches ici ne sont pas un risque occasionnel. Elles sont une réalité constante. En 1991, une équipe conjointe de Chine et du Japon a tenté de la gravir. Ils étaient forts et organisés. Mais le 16 octobre, la tragédie a frappé. L'un de leurs meilleurs grimpeurs, Hiroshi Onishi, travaillait en hauteur sur la crête. Une avalanche l'a emporté et tué. L'équipe a été dévastée et a battu en retraite. La plupart des gens auraient abandonné pour toujours, mais cette équipe était obsédée. Ils sont revenus l'année suivante, en 1992. Ils ont assiégé la montagne avec une précision militaire. Ils ont installé 6 camps et fixé des milliers de mètres de cordes pour maintenir la neige lâche. Le 30 octobre 1992, le temps s'est éclairci pendant une courte fenêtre. 11 grimpeurs ont traversé la neige profonde et se sont tenus au sommet. Ils avaient conquis l'usine à tempête, mais dès qu'ils sont descendus, la fenêtre s'est refermée. Depuis lors, la région a été largement fermée aux grimpeurs étrangers pour des raisons politiques. Le danger des pentes qui s'effritent et le souvenir de la tragédie de 1991 ont tenu tout le monde à l'écart. Le Namcha Barwa n'a été gravi qu'une seule fois, une bombe à retardement attendant que la prophétie se réalise. Notre dernière montagne est un magnifique fantôme. Le Sangmar Marsar culmine à 6949 mètres. Son nom signifie « pic de marbre », car il présente une étrange bande de roches de marbre jaune qui traverse le sommet. Il ressemble à un bijou, mais c'est un bijou mortel. La montagne est incroyablement raide. Elle s'élève de 5000 mètres depuis le fond de la vallée sur une très courte distance. Cela rend les parois verticales et sujettes à des chutes de pierre constantes. En 1984, une équipe de l'université d'Osaka, au Japon, est arrivée. Ils étaient disciplinés et robustes. Ils ont fixé 3000 mètres de corde le long de l'arête sud-ouest. Ce fut un travail difficile et froid sur de la glace raide. Le 11 juillet 1984, tous les grimpeurs ont atteint le sommet par vagues. Ils se sont tenus sur la bande de marbre jaune et ont contemplé le Karakorum. Ils sont descendus en toute sécurité et la montagne est redevenue silencieuse. Quelques années plus tard, en 1986, une équipe britannique dirigée par Alan Pillington a tenté de répéter l'ascension, mais ils ont constaté que les conditions avaient changé. Le temps était chaud. Dans le Karakorum, la chaleur est dangereuse. Elle fait fondre la glace qui agit comme de la colle pour les roches.
les grimpeurs britanniques se sont retrouvés dans un couloir de pierres tombantes. Un grimpeur s'est cassé les côtes après avoir été frappé par une roche. Ils ont réalisé que la voie japonaise était un piège mortel dans des conditions autres que parfaites. Ils ont battu en retraite. Depuis 1984, personne n'a touché le sommet. Le Sangmar Marsar reste là, un magnifique fantôme de marbre ignoré par le monde, gardant sa seule ascension. Alors, pourquoi ces montagnes n'ont-elles été gravies qu'une seule fois? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Le Namcha Barwa s'effondre. Le Gyalaperi a des ours dans la zone de la mort. Le K6 est un piège météorologique. Le Saser Kangri 2 est détruit vos poumons. Le Mushuchish est fait de neige de sucre. Ces montagnes ont permis aux humains de passer pendant un bref instant. Le temps s'est maintenu, la glace est restée ferme, ou l'ours a regardé ailleurs. Mais ensuite, les conditions sont revenues à la normale. La porte s'est refermée. Nous vivons dans un monde où nous pensons pouvoir aller partout. Nous faisons la queue pour nous tenir sur l'Everest. Mais ces pics solitaires nous prouvent le contraire. Ils se dressent comme des monuments à la nature sauvage. Des lieux qui ont été empruntés un instant, mais jamais conquis.